Entreprise, société, start-up, holding, personne morale, tout ça c'est des trucs un peu galères. C'est un bordel. Du coup, dans cette vidéo, je te dis les termes pour que tu puisses enfin sortir du brouillard lorsque tu rentres dans ce type de discussion. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, on va commencer par un truc simple mais important, c'est la définition d'une personne physique. Une personne physique, c'est un individu, c'est un humain, c'est une personne qui existe comme toi et moi. C'est Mamie Ginette qui fait super bien la cuisine, c'est Fredo le facteur du village ou alors ton cousin Gontran à qui tu dois plein de fric. Ensuite, lorsque des personnes décident de se rejoindre au sein d'une organisation dans le but de poursuivre un intérêt commun, eh bien, ils créent ce qu'on appelle une nouvelle personne, une personne morale. Mais attention, ils créent une nouvelle personne que au sens juridique. Évidemment, ce n'est pas des personnes qui se rejoignent pour faire un enfant. Enfin, je pense que tu avais compris un peu le délire, mais je préfère quand même préciser. Donc, cette nouvelle structure, c'est une personne morale, et cette personne, tout comme une personne physique, elle va avoir un nom, un domicile et une nationalité. Sauf qu'en fait, on ne va pas utiliser les mêmes termes. C'est un petit peu différent, mais tu vas voir, c'est dire la même chose. La personne morale, elle va avoir une dénomination sociale. Elle a également un domicile, appelé siège social, qui peut être à l'adresse des locaux où elle va exercer son activité, ou alors dans une société de domiciliation par exemple. Une société de domiciliation, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui, moyennant finance, va te mettre à disposition une adresse pour le siège social de ta personne morale. Alors à quoi ça sert? Eh bien la première chose c'est que déjà tu peux avoir une adresse stylée, tu peux avoir ton siège social qui est sur les Champs-Élysées ou alors dans une commune sympa comme Saint-Tropez. Et puis la deuxième chose, ça permet d'avoir une adresse séparée de ton domicile si tu n'as pas de locaux dédiés à ton activité. Pour avoir des créanciers pas contents par exemple qui viennent sonner chez toi. Et puis dernière chose, tout ce qui va être courrier, ça va être soit redirigé directement vers une adresse que tu as choisie, ou alors ça va être scanné et puis envoyé par mail directement. Bon, pourquoi pas. Et enfin, la personne morale a une nationalité, mais qui n'est pas forcément la même que celle de ses membres. Alors, toutes ces infos, on va les retrouver pour les personnes physiques sur leur carte d'identité, et puis sur les personnes morales, l'équivalent, ça va être leur extrait cabis. Donc, entre les personnes physiques et morales, il y a quelques points communs, à commencer par le fait que chacune a des droits et des obligations. Par exemple, mon voisin, qui est une personne physique somme toute très aimable, a le droit de tondre sa pelouse. Par contre, il n'a pas le droit de le faire le dimanche à 7 h du matin, parce qu'il faut respecter son voisinage. Une personne morale a de la même façon le droit de commercer ou d'agir en justice, de défendre ses intérêts et des obligations comme devoir rembourser ses gestions d'emprunt par exemple. Toutes les personnes morales et physiques ont également un patrimoine. Alors le patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des droits et obligations. En fait, il se compose d'un côté de l'actif, c'est-à-dire les biens et les créances par exemple, et de l'autre côté le passif, qui comprend toutes les dettes de la personne. Et tu sais, on a toujours l'impression que le patrimoine, c'est un truc positif. Je suis sûr que tu as déjà entendu une personne dire « cette personne, je la connais, elle a plein de patrimoine et tout ». Attention, le patrimoine, c'est à la fois les plus et également les moins. Ça veut dire qu'une personne qui a beaucoup d'immeubles, beaucoup de voitures, etc., elle n'est pas forcément riche parce que de l'autre, il peut y avoir aussi beaucoup de dettes. Pour une personne morale, on dit que le patrimoine, il est distinct du patrimoine de ses membres. Et ça, c'est une notion très importante, il faut que tu t'arrêtes un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que ce qui appartient à la personne morale, c'est à la personne morale. Si tu es associé dans une société qui a de l'oseille, eh bien, cette oseille appartient à la société. Si tu veux sortir le cash, il va falloir mettre en place soit une rémunération, soit des dividendes, mais tu ne peux pas prendre l'argent comme ça dans la caisse, c'est pas la fête. Pareil, si la société est propriétaire d'un véhicule, eh bien c'est un véhicule de société. Tu ne peux pas l'utiliser pour aller chez mamie le week-end. C'est pas possible. Ou alors il faudra calculer un avantage à nature qui lui aussi sera soumis à cotisation sociale. Donc voilà, il faut vraiment différencier ton patrimoine, ce qui t'appartient, et le patrimoine de la personne morale, même si c'est toi l'associé de cette personne morale. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement ce que contient à l'instant T le patrimoine de la personne morale, eh bien on va tout simplement regarder son bilan comptable. Le bilan comptable, c'est ni plus ni moins qu'une image du patrimoine de la société à l'instant T. Donc d'un côté l'actif, de l'autre côté le passif. Et peut-être même que là tu viens d'apprendre ce que c'était un bilan comptable. Moi je me pose la question d'ailleurs en vrai, pourquoi les personnes physiques elles font pas un bilan? Ce serait cool de savoir en ce moment même ce que j'ai et ce que je dois, en tout combien je pèse quoi. Bon, on a vu les points communs, mais maintenant il existe aussi des différences entre personnes physiques et morales. Une personne physique, eh bien c'est une personne qui existe pour de vrai, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu vas pouvoir la croiser dans la rue par exemple, alors qu'une personne morale, eh ben, elle, tu ne pourras jamais la croiser dans la rue. C'est qu'une conception de l'esprit finalement qui n'a d'existence qu'une existence juridique. La deuxième très grosse différence, c'est qu'une personne morale, eh bien, elle est contrôlée, contrairement à une personne physique. Alors qu'est-ce que c'est le contrôle? Je voudrais quand même faire un petit point sur ça. Le contrôle, c'est le pouvoir. C'est-à-dire c'est le pouvoir de donner des ordres à une personne sans qu'elle ait son mot à dire. Et pourquoi une personne physique ne peut pas être contrôlée? Parce qu'on n'est plus au XVIIIe siècle et qu'on est en France. C'est quand même important de le dire. Attention à ne pas confondre quand même, quand je parle de contrôle, c'est le fait de se soumettre aux ordres d'une autre personne. Ça ne t'empêche pas d'avoir des contrôles.
Et alors du coup, qui sont les personnes qui vont contrôler la personne morale? Eh bien, ils sont appelés actionnaires, associés ou membres, tout dépend de la forme que prend cette personne morale. Généralement, dans une société par action, comme une SAS ou une SA, eh bien, on va les appeler actionnaires. Et dans les autres sociétés, la plupart du temps, on les appellera associés. Il y a aussi d'autres types d'organisations dans lesquelles on va les appeler membres, comme une association par exemple. Bien évidemment, comme une personne morale n'existe pas pour de vrai, il faut bien que quelqu'un de réel puisse porter sa parole vis-à-vis de ses partenaires, que ce soit des clients ou des fournisseurs par exemple. Pour ce faire, les associés, ils vont mandater quelqu'un pour agir. C'est ce qu'on appelle un dirigeant. Lui aussi, le dirigeant, il s'appellera différemment en fonction de la forme juridique choisie, soit président, soit gérant, soit directeur. Enfin ça, on aura l'occasion d'y revenir. À noter que le dirigeant lui-même peut être un associé élu par les autres associés, mais ça peut être également une personne tierce à l'organisation, qui n'a aucune action, qui n'a aucune part dans la société. Rien ne m'empêche, moi par exemple, qui n'ai aucun pion dans la société LVMH, ni action, ni quoi que ce soit, de demain devenir le président de cette structure. D'ailleurs Bernard, si tu m'entends, pense à moi. Voilà, dans l'essentiel, tu sais faire la différence entre personne morale et personne physique. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour que tu puisses connaître les différentes formes de personnes morales. Il faut savoir qu'il existe un tas de personnes morales différentes. Notamment, on va commencer par celles qui sont soumises au droit public. Bon, bien sûr, on va y retrouver la plus grosse personne morale de France qui est l'État, mais tu auras en plus les petites subdivisions, des personnes morales qui sont les départements, les communes, les régions. Et puis, tu auras également les établissements publics. Alors là, les établissements publics, il y en a une liste, ça se compte par centaines, je pourrais y passer la journée. On va y retrouver le Pôle emploi, la gendarmerie, l'ANA, l'ADEME, l'Opéra de Paris, l'établissement français du sang, etc., etc. Et de l'autre côté, il y a les personnes morales de droit privé qui se décomposent elles-mêmes en deux sous-parties en fonction de leur but lucratif ou non. Et là, tu vas voir, c'est très simple. Quand une personne morale a un but lucratif, son objectif numéro uno, c'est de faire des bénéfices et de le distribuer à ses membres. Point à la ligne. Si le but numéro 1, c'est pas ça, alors tu es automatiquement dans l'autre catégorie, c'est-à-dire les personnes morales de droit privé à but non lucratif. Dans cette catégorie, tu vas y retrouver les associations, les mutuelles, les ONG, les partis politiques. Le point commun ici, on le sent bien, le but ultime, c'est de défendre une cause, une idée, apporter à la communauté, mais certainement pas de faire du blé. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, toute distribution de bénéfices dans ce type de structure est complètement prohibée. Allez, si je prends quelques exemples, le syndicat, son but, ça va être de défendre l'intérêt de ses adhérents. Si je prends le parti politique, son but, ça va être de faire élire son candidat. Et puis si je prends l'association de la buvette du village, eh bien son but ça va être de créer des souvenirs, créer du bonheur pour ses adhérents. Bon, du coup, on a fait les personnes morales à but non lucratif. Maintenant, on va rentrer dans le lucratif. Les sociétés dont on parle là, sont réparties en fonction de leur activité, civile ou commerciale. Et pour faire la différence entre les deux, il faut tout simplement savoir ce qu'est une activité commerciale. Alors là, du coup, je ne me suis pas embêté. J'ai repris la définition sur le site du gouvernement. Donc l'activité commerciale, ça consiste en une série organisée, ordonnée de processus permettant à une personne appelée commerçant de créer, reprendre, développer une affaire, nécessitant de l'achat et vente de biens ou de services dans un objectif de génération de revenus et de valeur dans la durée. Bon, en très gros, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu fais de l'achat-revente ou que tu proposes des services et que le but c'est de générer de la valeur, eh bien tu es sur une activité commerciale. Et c'est pratique à savoir que tout ce qui n'est pas activité commerciale, eh bien ça tombera automatiquement dans le civil. Du coup, ça donne des formes de sociétés différentes. La plus connue, évidemment, c'est la société civile immobilière. Tout le monde a ou connaît quelqu'un qui a une SCI. Le but, c'est d'acheter des biens immobiliers dans un objectif de faciliter leur gestion ou alors de les mettre en location. On va également retrouver les sociétés civiles professionnelles. Donc celles-ci, elles sont très utilisées dans le milieu médical. C'est des sociétés qui vont permettre à des pros du même domaine de mettre en commun leur patientèle et de partager leurs frais par exemple. Voilà, je ne vais pas tout détailler ici, mais il faut savoir qu'il existe quand même d'autres sociétés civiles comme les SCCV, les SCM ou les SC tout court d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, il y a les sociétés commerciales, très connues également. Donc là, on va y retrouver les SA, donc les sociétés anonymes, les SAS, les sociétés par action simplifiée, la SARL, donc la société à responsabilité limitée. Et puis, on va y retrouver les sociétés en commandite, simple ou par action, les sociétés en nom collectif. Voilà, je ne vais pas toutes les dire, mais dans ce que je viens de vous dire là, il y a 99% des sociétés que vous connaîtrez et que vous pourrez croiser en France. Si je donne quelques exemples, eh bien, on va avoir Total, Danone et LVMH qui sont des SA. Auchan, Decathlon, Airbus, eh bien ça sera des SS. Michelin, Hermès, Disney, ça va être plutôt des SCA. Et puis, il y a de grandes chances pour que le boulanger de ton village
ou ton coiffeur, eh bien, il soit en SARL ou en SAS. Voilà. La principale différence entre ces formes juridiques, c'est leurs associés, leur fonctionnement et puis leur gouvernance. Un exemple bête, mais si tu veux entrer en bourse, eh bien, tu ne pourras pas le faire avec une SARL. Il faudra privilégier une forme SA. Bref, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je ferai des vidéos sur les avantages et inconvénients de toutes ces structures. Donc maintenant, eh bien, ce qui est bien, c'est que tu as compris comment on séparait les sociétés civiles des sociétés commerciales. Mais alors maintenant, on pourrait avoir une question, somme toute légitime. La question, ce serait, mais pourquoi ? Pourquoi on sépare ces deux types de sociétés? Eh bien, c'est principalement pour des questions de responsabilité, d'objet, de résolution des litiges et pour des questions fiscales. Les sociétés civiles, si on commence par elles, eh bien, elles sont principalement assujetties à l'impôt sur le revenu, alors que les sociétés commerciales, de leur côté, elles seront à l'impôt sur les sociétés. Dans les sociétés civiles, la responsabilité des associés est illimitée. Ça veut dire que l'associé, il est personnellement tenu de rembourser les dettes contractées par la société si cette dernière n'est plus capable de le faire, contrairement aux sociétés commerciales dont la responsabilité est-elle limitée. La responsabilité limitée, ça veut dire que si je mets 10 000 euros dans un projet et que finalement il n'y a rien qui va, ça ne marche pas, je me retrouve avec 60 000 euros de dettes fournisseurs, eh bien, dans l'idée, je ne pourrais jamais perdre plus que les 10 000 euros initiaux que j'avais apportés. À titre perso, à titre de personne physique, eh bien, en fait, je ne devrais rien. Sauf si, évidemment, je me suis porté caution, bon, là, la responsabilité limitée tombe. Ou alors, si j'ai commis un délit, par exemple, le délit de banqueroute. Le délit de banqueroute, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand le dirigeant, il a organisé l'insolvabilité de la société. En gros, je n'ai pas joué le jeu. Ce n'est pas parce que mon projet ne fonctionne pas que je dois fermer la société, c'est parce que j'ai fait des virements, soit des copains, soit moi-même, pour la rendre insolvable, pour que je n'ai pas à rembourser les fournisseurs. Bon là, évidemment, c'est pas dans l'esprit de la responsabilité limitée, et d'ailleurs, c'est un délit, c'est du pénal. Donc voilà, responsabilité limitée, ok, mais si je suis pas caution, évidemment, et si je commets pas de délit. Ensuite, l'objet social, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir qu'avec une société commerciale, je peux à peu près tout faire, toutes les activités, et quand j'entends toute activité, j'entends activité licite, évidemment. Alors que dans une société civile, je ne peux pas faire d'acte de commerce. Je me cantonne aux activités civiles comme la gestion de patrimoine ou l'exercice d'une profession libérale par exemple. Et enfin, last but not least, en cas de litige, je ne me rends pas devant les mêmes tribunaux. Les tribunaux civils et commerciaux, ils ne sont pas composés des mêmes juges, les procédures ne sont pas les mêmes et surtout les sanctions, ce n'est pas les mêmes non plus si tu es commerçant ou si tu ne l'es pas. Ça y est, on en a fini avec les différentes formes de personnes morales. Mais alors dans tout ça, on ne sait toujours pas ce que c'est une entreprise in fine. Eh bien, selon le site du gouvernement, il y a entreprise dès lors que des personnes mobilisent leur talent et leur énergie, rassemblent des moyens matériels et de l'argent pour apporter un produit ou un service à des clients. Une entreprise, c'est donc pas un terme juridique cette fois-ci, c'est simplement un terme économique. Une société, c'est une entreprise. Une SARL, une SAS, une SCA, c'est une entreprise. Mais on peut aussi voir les choses dans l'autre sens. Si tu as un copain qui te dit qu'il a une entreprise, tu peux lui demander « Ok, mais en fait, c'est quoi au juste ton entreprise? Tu as créé une personne morale ou tu exerces directement en tant que personne physique ?» Si ton pote, il te répond qu'il a créé une personne morale, il y a de grandes chances pour que ça soit une société. Par contre, s'il te répond qu'il n'a pas créé de personne morale, eh bien en fait, son entreprise, elle va être exercée en tant que personne physique et c'est ce qu'on va appeler une entreprise individuelle. Oui, tu as bien entendu, une entreprise individuelle. Parce que pour avoir une entreprise, tu n'es pas du tout, mais alors pas du tout obligé de créer une personne morale. Tu peux tout à fait avoir une entreprise en nom propre, en nom personnel. Et figure-toi que c'est là qu'on va retrouver beaucoup de gens d'ailleurs. Il y a un paquet d'agriculteurs, de médecins, d'artistes et même de commerçants qui exercent en nom propre. C'est là aussi qu'on va retrouver le fameux LMNP, la location meublée non professionnelle, qui est très répandu en France. Et toutes ces entreprises, en fonction de leur chiffre d'affaires, eh bien, elles pourront être dites soit micro-entreprises, soit entreprises au réel. Et ça va beaucoup changer sur le traitement de la fiscalité derrière. Mais là, pas d'inquiétude. Encore une fois, je ferai une vidéo hyper détaillée sur le sujet pour que tu puisses toi-même te positionner si jamais ça t'intéresse. Dernier mot sur ça, il faut juste que tu retiennes ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu as une entreprise en tant que personne physique, eh bien en fait, l'entreprise, c'est toi. C'est toi et uniquement toi. Tu mets en avant ton nom, ton prénom, tu es responsable de tout. Et surtout, tu ne peux pas céder cette entreprise. Et ce qui paraît logique en fait, tu ne peux pas te céder toi-même à quelqu'un. À l'inverse, quand une entreprise, c'est une personne morale, eh bien le patrimoine, il est distinct comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, tu peux avoir plusieurs propriétaires, donc plusieurs associés, plusieurs actionnaires. Et puis, tu peux en vendre une partie si tu veux. Bon, et la holding dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Une holding, c'est tout simplement une société qui prend des participations dans une autre dans le but de la contrôler ou de la diriger. Point final. Et dans cette définition, d'ailleurs, on va bien retrouver la notion de contrôle que j'ai expliqué tout à l'heure. La holding, on va la retrouver là, ça vient du verbe to hold, qui en anglais veut dire tenir, détenir. On a bien cette notion-là de contrôle. Et puis, c'est une société qui en détient une autre
Donc ça peut être soit une société civile, soit une société commerciale. Et le schéma, il peut ressembler à ça par exemple. Le holding, c'est un must-have pour tous ceux qui cherchent à développer leur patrimoine, transmettre facilement à leurs enfants ou encore optimiser leur fiscalité. Mais attention, ça ne sert à rien d'avoir une holding juste pour dire j'ai une holding. Déjà, ça coûte de l'argent, c'est une société à part entière, donc il faut la créer, il faut la gérer tous les ans. Et puis, si elle n'a pas d'utilité, eh bien, c'est bête de la créer. Mais là, pas d'inquiétude, encore une fois, chez Easy Business, on pourra te conseiller là-dessus si jamais ça t'intéresse. Et tout comme le terme entreprise, le terme holding n'a aucune portée juridique. C'est simplement pour savoir rapidement de quoi on parle. Quand tu dis holding, on sait directement que derrière, il y a d'autres sociétés détenues par celle-ci, et voilà tout. Il ne nous reste plus qu'à voir ce que c'est une start-up, on y va. La start-up, c'est une entreprise nouvelle, innovante, à fort potentiel de croissance et de spéculation sur sa valeur future dans le secteur des nouvelles technologies. La start-up, on va la retrouver ici. Là encore, rien d'exceptionnel, ça sera une SAS dans la plupart du temps. Quand on parle de start-up, on voit tout de suite le nerd dans son coin qui invente une application révolutionnaire qui va changer le monde et dans laquelle un paquet de business angels vont investir dans l'espoir que la société devienne un jour une licorne, puisqu'une licorne, c'est une société valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et c'est vrai qu'une startup, c'est principalement dans le milieu de la tech. On voit mal un ébéniste dire « ouais, j'ai créé une startup pour lancer mon activité ». C'est pas vraiment dans le milieu de la tech, sauf si, évidemment, l'ébéniste, il a créé une imprimante 3D du futur qui va changer le game des ébénistes. Là, d'accord, ça peut être une startup. Mais si l'idée, c'est faire une activité classique d'ébéniste, eh bien là, on ne pourra pas vraiment appeler ça une start-up. De nouveau, c'est un terme économique, juste pour savoir de quoi on parle, mais encore une fois, ça n'a pas de portée juridique. Voilà, on a fait le tour des termes le plus souvent utilisés quand on parle business. Alors bien sûr, je vois déjà un max d'experts qui vont attraper ma veste parce que je n'ai pas traité de toutes les exceptions. On peut citer par exemple les personnes morales qui sont à la fois de droit public et de droit privé. Si je prends les OGEC, par exemple, les écoles privées catholiques, eh bien là, faut s'accrocher réellement. C'est des associations qui rendent une mission de service public, l'éducation. Donc l'État subventionne l'asso pour le paiement des profs, mais l'asso paye le personnel non prof. Et par-dessus le marché, la personne morale est aussi soumise au droit canonique. Bon, là ça fait quand même beaucoup à voir. Et quand on gère ce type de structure, il faut vraiment être au courant d'à peu près tout ce qui se fait, quoi. Il y a aussi les sociétés civiles qui parfois ont une activité commerciale. C'est le cas par exemple des SCI dans lesquels on va avoir un immeuble qui est mis en location, classiquement, mais qui en plus, il va y avoir des prestations comme du petit déjeuner, du ménage, services de conciergerie ou blanchisserie. Bon, bah ça en fait, c'est une activité qui se rapproche un petit peu de l'hôtellerie et ça, c'est commercial. Donc sur ces sociétés, on va accepter qu'elles restent des sociétés civiles, mais à minima, elles devront opter pour un impôt commercial qui est l'impôt sur les sociétés. Enfin, il y a des sociétés qui sont de droit privé normalement, mais qui sont détenues à 100% par l'État. Du coup, on pourrait se poser la question si finalement, ce n'est pas des établissements publics. Comme exemple, j'ai SNCF, France Télévisions. Bon, c'est des SA, mais détenus à 100% par l'État. Bref, il y a 1 milliard d'exceptions, et ces exceptions, finalement, elles existent parce que tout ne peut pas toujours être tout blanc ou tout noir. À chaque fois, il va y avoir des dispositifs aussi qui sont créés par souci de simplification. Au tout début de la vidéo, je vous avais dit que pour créer une personne morale, il faut être un ensemble d'individus. Bon, bah maintenant, il est possible aussi de créer une personne morale quand on est une seule personne physique. J'entends par là, par exemple, la SASU ou le URL, qui ont exactement les mêmes inconvénients et avantages. Et puis évidemment, je ne peux pas tout traiter dans cette vidéo. J'aurais déjà les avocats et les experts comptables en sueur, que je résume 5 à 10 années d'études dans une petite vidéo de 15 minutes. Mais voilà, dans l'idée, moi, ce qui était important, c'est que vous ayez les bases pour qu'on puisse ensuite parler business de façon un peu plus approfondie, disons. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou alors si vous avez des sujets de vidéos qui vous intéressent. Si vous voulez vous lancer, pensez à Easy Business, on vous accompagne de A à Z. Il y aura d'autres vidéos comme celle-ci pour que voilà, on puisse démocratiser un petit peu ce monde qui peut parfois être un peu opaque. Et puis voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de réussite dans tous vos projets et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.